ABK Matin, l'interview. Didier Yimkwa, bonjour monsieur. Bonjour Didier Poirot, bonjour Roland Bénard. Bonjour Didier, comment Alors, tu vas? dites-nous où se trouve... Bonjour à tous les auditeurs d'ABK. Oui. Et bonjour à Sidonie Fikak qui doit être malade. Oui, qui est malade, exactement. Elle est malade, qu'elle reçoive les bénédictions des dieux d'Indi et de Bazoum. Vous savez que c'est vous qui m'informez qu'elle est malade, c'est fou. Il a dit 2 fois. Ouais. Alors Didier Yimkwa, ce matin... Elle va pas très bien. Ah oui, bien sûr, c'est la 3e fois que vous le dites. Voilà. Mais ça va aller quand même. Voilà, c'est la 4e fois, tout le monde le sait maintenant. Allez, on lui souhaite prompte guérison. Prompte guérison. Elle qui sera en notre compagnie demain, si tout se passe comme on le souhaite. Didier Yimkwa, il se trouve que vous êtes du côté de l'Ouest Cameroun, précisément à Banganté, et que cela coïncide avec une journée. C'est la journée internationale du bambou. Est-ce que c'est une coïncidence ou alors vous y êtes pour la cause? Je pense que non. Ben, j'y suis pour la cause. Hein. Tu sais que je suis dans ce projet depuis plus de 10 ans. Et quelques bailleurs de fonds m'ont imposé une démarche à respecter, que si notre association doit bénéficier de leur accompagnement, notre association doit être portée par des communes, où seront hébergés les projets de reboisement et puis de sensibilisation et d'éducation. Donc pour le moment, je suis à Banganté et je vais déjà te faire savoir que le maire de Bazou a accepté, soutenu le projet. Ah oui. Et je profite de l'occasion pour lui dire merci. Le maire Ndjion, docteur Frédéric Ndjion, qui est président de l'ordre des experts techniques du Cameroun. Oui. Ouais, donc il est le maire de Bazou. Il a accepté en tant que maire de Bazou de porter le projet, parce que Didier, c'est un très très bon projet. Tu sais, le bambou a une réalité anthropologique extraordinaire. Hein. Il faut le dire, je ne sais pas si qui peut me dire le contraire. Le bambou entre dans notre vie. Le bambou a des services écologiques immenses. Déjà, lorsque il est menacé, c'est même les ressources hydriques qui sont menacées dans les bas-fonds. Et tel est le cas aujourd'hui dans la région de l'Ouest et même au Cameroun, parce que le facteur moteur aujourd'hui qui menace même la survie des écosystèmes de Rafia, c'est la fabrication du cajou. Le cajou que nous tous nous connaissons, on a déjà vu. Cet emballage cet emballage léger qui est utilisé pour transporter les légumes et même la volaille par ailleurs. Donc il est surexploité aujourd'hui parce que tous les maraîchers l'utilisent pour le transport des légumes dans le Cameroun et hors du Cameroun. Et le défi majeur aujourd'hui, c'est de lui trouver un emballage alternatif. Donc c'est un véritable défi et j'invite là, à cette occasion-là, même les hommes d'affaires camerounais qui peuvent se lancer dans la fabrication de ce type d'emballage, que si demain on trouve un emballage alternatif au cajou, on aura fait œuvre utile à la protection des écosystèmes de Rafia, des bas-fonds. Parce que rappelons que le cajou, la fabrication des cajots menace la vie du bambou frais, c'est bien cela? Oui, parce que pour fabriquer le cajou, on a besoin du bambou frais. Et il y a des villages comme Bamena, le chef supérieur de Bamena, il est interdit de couper un bambou frais à Bamena, mais dans d'autres villes, on n'en a plus, c'est ça presque disparu. Et dans la région de la Menoie, il y a Babajou, qui est presque le centre de fabrication de ces cajous-là. On est obligé de faire venir les bambous frais du sud Cameroun, du centre et du sud Cameroun. Donc c'est un problème qui n'est pas seulement lié à l'ouest, à la région de l'ouest. C'est plus les bamboutos, Babadjou. Vous avez voulu dire la région de l'ouest, oui. Oui, dans la région de Babadjou, oui. Babadjou, c'est dans le bamboutos, dans le bamboutos, oui. Ouais. Donc c'est une zone où la fabrication est presque industrialisée, entre guillemets.
Mais je voudrais rappeler que le bambou frais part de loin, même souvent du sud, hein, je ne peux pas imaginer. Donc c'est un problème très sérieux, c'est un problème qui intéresse aujourd'hui le ministère de l'Environnement, parce que le problème est très sérieux, comme je le disais tantôt. Les raffias de bas-fond ont presque disparu à l'ouest, et ce qui place aujourd'hui la région de l'ouest parmi les régions prioritaires de lutte contre la désertification, c'est-à-dire la dégradation du sol. Parce que le bambou a presque disparu. Et je le disais tantôt, s'il arrivait que cette essence disparaisse, c'est un pan de culture, de notre anthropologie qui va disparaître. Parce que je prends un cas simple, vous ne pouvez pas organiser un mariage aujourd'hui sans le vin blanc de raffia, sans le vin blanc de raffia, tu le sais. Et puis il y a toute une économie, toute une chaîne de valeur, toute une chaîne économique autour du raffia. Vous savez que cette essence-là, on ne perd rien, hein. On ne perd rien. Ces feuilles sont utilisées pour fabriquer du balai. Sa tige, évidemment, c'est le bambou qui est même utilisé dans la décoration architecturale. On en fait plein de choses, même dans la maroquinerie, même dans le tissu qu'on connaît. Il y a des fibres de raffia qui rentrent dans sa fabrication. Donc, c'est quelque chose de formidable. Donc, nous nous battons comme ça là pour que cette essence ne disparaisse pas et que cela ne puisse pas, malheureusement, influencer négativement notre culture. Voilà qui est dit pour le bambou ce matin. Vous avez tendu non pas votre bambou, mais votre perche au président de la République. Est-ce qu'il a accepté la perche tendue? Vous lui parliez de fonds de souveraineté climat pour l'extrême nord. A-t-il répondu à votre lettre ouverte, Didier Yimkwa? En partie, oui. Il a décidé d'apporter un don de 350 millions de francs à la population de l'extrême nord, sinistre de l'extrême nord. Mais il faut dire que 350 millions, c'est pas pour arranger l'affaire, hein. Mais sauf que c'est pas du menu fréquent, parce que cela permettra d'acheter des médicaments, des objets de couchage, et même l'encadrement psychologique. Vous en attendez plus? Ces populations sont traumatisées, hein. Il faut un accompagnement psychologique, parce que elles ne savent plus à quel sens se vouer. À tout moment, les pluies peuvent tomber. Donc, il faut quand même les encadrer. Et puis, il y a des associations qui sont chargées de faire ce travail et qui doivent être payées, évidemment. Donc, 350 millions de francs, c'est pas pour aller construire la digue de route de Yagua. Mais c'est pas du menu fréquent. On a besoin quand même de cet appui-là pour ces populations qui sont aujourd'hui pris entre le marteau du Boko Haram et l'enclume des inondations, malheureusement. Donc vous en attendez plus alors? Bien sûr, on attend plus parce que pour mettre sur pied le plan, le mécanisme d'adaptation au changement climatique, il faut les moyens subséquents. C'est pas en cotisant 500 francs qu'on peut réaliser, qu'on peut construire. Pour la digue route, par exemple, c'est évalué à presque de 1000 milliards de francs CFA. Donc, il faut mettre sur pied un fonds de souveraineté climat pour pouvoir résoudre ce problème et penser à la résilience, à la vraie résilience climatique de cette région. Parce que c'est ça touché, c'est vrai, l'épicentre c'est Yagua, mais c'est tout le Cameroun aujourd'hui qui est affecté, hein, parce que au-delà du fait qu'il y a eu des inondations, il y a d'autres crises qui peuvent arriver. Il y a la crise, il y a la faim, parce qu'il y a des étendues de terre qui ont été inondées. Il y a même la crise humanitaire. Les gens vont se déplacer vers le sud. Il y a la crise sanitaire qu'il ne faut pas évacuer, parce qu'avec les eaux qui stagnent, qui vont se mélanger aux eaux qui proviennent des latrines, qui vont se mélanger à la putréfaction des ordures ménagères et puis des cadavres des animaux domestiques, cela va entraîner des choses immondes. Donc, il faut faire attention pour ce qui est en train de se passer dans Yagua. Et cela nécessite beaucoup d'accompagnement, un accompagnement matériel, d'équipement, des ressources financières. Il faut créer un fonds de souveraineté climat. Ouais. Et puis, il ne faut pas que le président s'arrête là. Hein. Bon, il serait peut-être prétentieux. On change l'équipe. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais on change l'équipe qui perd. Oui. Et en l'occurrence? J'ai tout dit. Si ces engagements ne sont pas respectés
par ses collaborateurs, si entre ses engagements depuis 2015 à la COP21 à Paris, entre ses engagements et l'action gouvernementale, lorsqu'il y a un gouffre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire avec les autres, non? C'est cela. Alors, vous dites que les collectivités territoriales décentralisées et les populations locales doivent être partie intégrante de la gestion des fonds alloués à ce sinistre du côté de l'extrême nord. Donc, après le don aux victimes des inondations, l'appétit venant en mangeant, est-ce que vous demandez au président de la République, par exemple, de faire un peu plus pour les populations qui sont dans l'œil du cyclone, du stress climatique, et même pour ceux de la ville? Oui, moi je pense que si je reviens au... Parce qu'il y a une orientation programmatique qui a été mise sur pied. Je parlerai du plan national de mécanisme d'adaptation au changement climatique. J'ai eu la chance d'avoir participé à 2 ateliers de validation de cette orientation programmatique. Il était dit que chaque ville devait se doter d'un programme local de mécanisme d'adaptation. Et comme il est inclus au préambule de l'accord de Paris, la lutte contre le changement climatique se gagnera sur le plan local. Et quand on parle du plan local, évidemment, c'est les communes. Lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a un affaissement d'un pont, c'est dans les communes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il n'y a que le maire qui est le magistrat d'une administration de proximité, très proche de la population. C'est lui qui est capable de dessiner la cartographie des vulnérabilités par rapport aux aléas climatiques. C'est lui qui est capable de dire, par exemple, que telle école est située à tel endroit et que s'il pleut abondamment, cette école peut être inondée. C'est lui qui est capable de vous dire, par exemple, que telle route est située à tel endroit, elle peut subir des conséquences néfastes liées aux inondations après les fortes précipitations. Donc, lorsqu'il a la carte des vulnérabilités, il est capable de prioriser les dépenses au moment où il va falloir construire la résilience, un certain nombre de résiliences. C'est pour ça que c'est les maires, c'est les élus locaux qui doivent être des vrais co-gestionnaires du Fonds de souveraineté climat, et non les fonctionnaires qui restent à Yaoundé et qui ne parlent qu'à sur les images satellitaires, qui ne sont pas vraiment en contact avec les images réelles. Donc, je vais juste rajouter ce qui est dans le préambule de l'accord de Paris, qui a été ratifié par le gouvernement camerounais. Donc, au-delà même de ce que j'ai dit, peut-être c'est le mot que tu vas entendre. Moi, je pense que l'occasion est offerte au président Biya d'opérer un remaniement ministériel. Parce qu'il y a un certain nombre de ministères là qui ont démontré que ils ne parviennent pas à transformer ces engagements en réalité. Monsieur Kouamou, vous me suivez? Parfaitement, disait Imko. Je vous laisse dire. Bon, voilà, donc, je n'attends personnellement aucun mot spécifique. Il faut un remaniement ministériel. Il faut réduire la taille parce que 70 ministres, vraiment, c'est costaud pour rien. Donc, il y a certains ministères que l'on peut fondre en un. Je parle par exemple au cas du MINDEVER, du MINEDU, du NET Travaux. Ça peut faire un seul ministère, de transition écolo. Parce qu'il s'agit là, évidemment, de la transition écologique. Le président a pris des engagements en 2015 à Paris. En 2030, on va faire la première évaluation. Mais avant même 2030, 2024, lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui à Yagoua, même pas seulement à Yagoua, quand il peut y avoir des inondations partout, on peut conclure sans embâche que notre transition écologique est piégée. Ou bien elle n'existe même pas à 6 ans de la première évaluation. Parce que si ce que je viens de citer dans l'orientation programmatique avait été pris en compte, on aurait eu de fortes pluies, mais moins de conséquences assez néfastes. Si chaque sectoriel avait intégré cette orientation programmatique, on devait avoir des habitats qui sont résilients au changement climatique, on devait avoir les BTP résilients au changement climatique, on devait avoir un type de santé résilient au changement climatique, on devait avoir une agriculture résiliente au changement climatique, et tout est dans les engagements du chef de l'État. Moi, je ne crée pas. Vous comprenez, M. Kouamou et M. Bénard. Je ne crée pas. C'est-à-dire, je vais puiser
dans le paquet présidentiel et je demande que ses ministres appliquent, ses collaborateurs appliquent. Parce que lui, il a été élu et il a donné une parcelle de son pouvoir à ses ministres de réaliser son programme. Mais si aujourd'hui son programme n'est pas réalisé, ben, on dira que c'est sa faute, évidemment, parce que c'est lui le mandant, c'est lui le mandataire du mandant qui est le peuple. Mais il faudrait qu'il questionne la gouvernance de ses ministres. Donc, l'on ne trompe pas, la situation est là. Le dit ne fait pas de moi un antipatriote. Loin de là. Merci. Loin de là. Donc, le problème est là, le problème est visible. Oui. Chacun, on n'a pas besoin d'être diplômé de Harvard, ou bien de l'école polytechnique de Yaoundé, pour comprendre que à 6 ans de la première évaluation de notre transition écolo, ça ne va pas. Je ne dirais pas que c'est un échec, peut-être c'est un fiasco, ça ne va pas. Oui. Il y a des choses à faire. Merci infiniment, Didier Imkwa. Revenez-nous aussi frais et dispo que d'habitude. ABK Matin, l'interview.